Jacques, c'est un travail de réflexion en amont sur nos pédagogies et nos formations et nos débouchés, sur lesquels on avait travaillé pendant 2 ans pour aboutir à la création d'un master commun avec un master 1 et 8 parcours de master 2. Donc en 2014-2015, on était très contents parce que notre master était habilité et voilà qu'on rencontre Jacques. Et on venait juste de finir notre maquette sur laquelle on a bossé depuis 2 ans et Jacques arrive en nous disant c'est pas ce qu'il faut faire. On est un peu embêté. Il y avait des nuances. On était un petit peu embêtés. On a commencé à travailler avec Jacques, avec un petit groupe d'enseignants-chercheurs issus des 2 universités d'origine, pour faire cette réflexion sur l'identification des compétences auxquelles on forme à l'école d'urbanisme, en intégrant dès le début aussi une réflexion sur la formation tout au long de la vie, puisqu'on a aussi comme projet de développer la formation continue, donc on avait déjà ça en tête. Ce travail a abouti, après de longues discussions sur quels termes on utilise pour expliciter quelles compétences, sur l'identification de 6 compétences, et en fait, pour être plus précis, sur l'identification d'abord de 3 compétences sur lesquelles on était très contents et très d'accord. Donc les 3 premières compétences qui ne nous ont pas posé de problème ou pas trop posé de problème, c'est, je vous les lis, problématiser l'espace dans une perspective d'action, coopérer et interagir dans des systèmes d'acteurs complexes et construire une intervention sur l'espace dans un contexte d'incertitude ou en mutation. Et on s'est dit, bah, ça ne doit pas faire assez. Et surtout, on a regardé les référentiels compétences d'autres formations et on a pris conscience que dans nos formations, on déploie d'autres choses. D'abord, on s'est posé la question du rapport à la recherche, parce qu'on forme aussi des gens qui se destinent pour certains à la recherche. Et on forme surtout des professionnels qui en ont pour 45 ans de vie active. Et donc, on a inclus ça dans le référentiel de compétences, ce qui fait qu'on a ajouté une compétence qui s'appelle développer une activité professionnelle pérenne et une autre compétence qui s'appelle produire des connaissances et les rendre disponibles. Et au cours de nos discussions, on a aussi explicité le fait qu'on formait des futurs urbanistes qui ont des responsabilités et qui ont une position dans l'action publique qui est particulière et sur laquelle il faut aussi alerter nos étudiants dès le début de la formation. Ce qui fait que ça nous a amené à identifier une 6e compétence qu'on a appelée « Assumer les responsabilités sociétales et de l'urbaniste sur le plan légal, éthique et moral », en posant notamment la question du rapport aux politiques et aux injonctions de différentes parties prenantes. Alors une fois qu'on a eu ce référentiel de compétences, notre maquette elle était déjà habilitée, donc il a fallu voir comment un petit groupe d'enseignants un peu volontaires pouvait intégrer cette démarche dans leur activité pédagogique, sans pour autant complètement bouleverser la maquette, puisque pour le coup on n'était pas forcément prêt à refaire quelque chose qu'on n'avait pas encore mis en œuvre, puisqu'on l'a mis en œuvre que cette année. Et on a décidé de tester la démarche compétences dans 2 dispositifs. Un dispositif qui est une formation en alternance, qui s'est complètement structuré autour de l'approche compétence, mais les collègues ne sont pas là pour en parler, donc je ne suis pas en mesure de vous raconter. Et puis une autre expérience qu'on a menée au cours de 2 ateliers, dans 2 formations de Master 2, parce que en fait, nos formations en urbanisme ont la particularité depuis très longtemps d'avoir une démarche pédagogique centrale, qu'on appelle un atelier. Et un atelier, c'est une mise en situation professionnelle des étudiants sur un semestre ou plus, encadré par un enseignant-chercheur, autour d'un problème réel qui nous est posé par un partenaire. Par exemple, la ville de Saint-Denis qui s'interroge sur le devenir de la porte de la Chapelle, va faire appel à des étudiants pour être accompagnés dans sa réflexion. Donc en fait, on a essayé de mobiliser le référentiel compétences dans l'évaluation de l'atelier avec les étudiants. Donc en fait, on était 2 collègues à l'avoir mis en place. Donc il y a des ateliers en M1 et en M2. Moi, je l'ai fait en M2. Et on l'a mis en place un peu à minima, mais on en tire parce qu'on n'était pas sûr de nous. Alors la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a fait un prototype
de livret compétences, donc un truc tout simple pour obliger les étudiants à écrire un peu, à essayer de rendre compte de comment eux percevaient leur niveau de compétences. Lors de la première séance d'atelier, on a travaillé avec les étudiants pour les amener à identifier par eux-mêmes quelles étaient les compétences de l'urbaniste. Donc on a fait un truc là aussi tout simple, on leur a distribué des post-it, ils en avaient 5 chacun et ils devaient noter des compétences. Et à partir de là, on a essayé ensemble de faire ressortir quelques points communs, et là où on était très contents, c'est que finalement les étudiants, ils avaient à peu près repéré les mêmes compétences que nous. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder les petits post-it, mais voilà, il y en a un qui a dit se mettre à jour constamment sur les nouveaux outils et les nouvelles théories. Donc là, voilà, il a compris sur développer une approche, une activité professionnelle pérenne. Il y en a un qui dit animation des politiques, manager une équipe multidisciplinaire, faire de la prospective, stratégie, prévoir, etc. Donc, là où nous, on était déjà assez satisfaits dès le début, c'est de se rendre compte que les étudiants avaient déjà eux-mêmes été en mesure d'identifier ce qui pour eux étaient des compétences de l'organisme. Et lors de cette première séance, on leur a demandé de remplir, et alors là, on ne savait pas trop faire, je vais bien dire, de remplir et donc d'expliciter pour eux où ils en étaient dans chaque compétence. Et comme on ne savait pas trop, on leur a dit, vous mettez ce que vous voulez, qui nous permet d'identifier où vous en êtes. Donc ça peut être le mémoire que vous avez rédigé l'année dernière, vous avez eu 17, il portait sur tel sujet, en quoi vous pensez qu'il vous permet d'affirmer que vous avez eu telle ou telle compétence. Ah bon, vous êtes capitaine d'une équipe de football, ça veut dire que vous savez coopérer avec les autres, etc. etc. Donc ça c'était au début d'atelier. Et en fin d'atelier, enfin plutôt en milieu d'atelier, avec Michael Huchette, qui n'est pas là. Michael Huchette, c'est un collègue de l'ESP à l'UPEC qui est qui développe cette idée d'approche compétence, et surtout il nous a aidés sur la question de l'évaluation des compétences. Parce que là il y a tout un vocabulaire, je viens de dire que les compétences, ce sont des ressources internes et externes qu'il faut mobiliser dans des situations professionnelles complexes, c'est ça? Donc c'était pas savoir-être, savoir-faire, savoir je sais pas quoi, c'était important de changer de vocabulaire en fait. Et ce changement de vocabulaire, il nous obligeait à réfléchir différemment, et finalement à ne pas avoir ce savoir-être qui est assez... pas trop qu'en faire. Et donc il y a tout un vocabulaire dans cette approche compétence sur lequel il ne faut pas trop buter, parce que derrière, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et donc cette idée d'évaluer des compétences, ça se fait autour d'un portfolio. Un portfolio, on ne sait pas trop ce que ça voulait dire, sur lesquels il faut apporter des preuves, montrer des traces de ce qu'on a fait pour prouver qu'on a acquis telle ou telle compétence. Bon, alors c'était un peu abstrait, mais en fait en pratique, ce qu'on a demandé avec Michael en cours d'atelier, on a demandé aux étudiants qui réfléchissent à 2 compétences sur lesquelles ils ont l'impression d'avoir progressé, et 2 compétences sur lesquelles ils ont l'impression de ne pas avoir progressé. Et au cours d'un petit entretien qu'on a fait en tête à 3, d'expliciter quelles étaient leurs difficultés ou leurs progrès. Et en fait, là, moi, c'est là où j'ai commencé à comprendre vraiment l'intérêt de la démarche. Parce qu'il s'est avéré que ça a été un support extrêmement efficace pour discuter avec les étudiants de leurs propres difficultés. Et par exemple, un étudiant est arrivé en disant « Moi, ça va, vous avez vu, madame, problématiser l'espace dans une perspective d'action, vous avez vu, j'avais rédigé cette petite note, elle était très bien ma petite note, donc je sais faire. » Ah bah non, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. En fait, vous avez retranscrit un entretien que vous avez fait, donc c'est pas vous qui avez problématisé, c'est votre interlocuteur qui, lui, a très bien problématisé cette situation. Mais c'est pas vous. Ah ouais. Puis souvenez-vous, c'était extrêmement mal écrit, on l'a repris 3 fois, et au final, c'est presque moi qui l'ai écrit pour que ça soit acceptable vis-à-vis de notre partenaire à qui on va le restituer. Ah ouais, c'est vrai. Ah. Mais d'habitude, les dissertes, j'y arrive bien. Ah, alors pourquoi les dissertations sur table, vous y arrivez bien, alors que ça, quand vous le faites chez vous, vous n'y arrivez pas? Ah, d'habitude, j'ai un brouillon. Ah ouais, d'habitude. Et là, vous n'aviez pas de brouillon. Ah ben non, je l'ai fait à l'ordinateur comme ça. Et là, on arrivait ensemble à lui faire prendre conscience qu'en fait, ce qu'il croyait savoir faire, il ne savait pas le faire. En tout cas, il ne m'avait pas convaincu qu'il savait le faire et que ça pointait des problèmes de méthode dans sa façon de travailler.
Alors je ne sais pas quelle leçon il en a tiré par la suite dans les autres cours, mais moi je trouvais que là c'était un point très intéressant. Et puis sur l'autre intérêt de la démarche, de cette relation interpersonnelle qu'on a avec les étudiants pour discuter avec eux de leurs compétences sur la base des choses qu'ils ont faites, c'est que ça soulève des grandes surprises. Et notamment au cours de cette évaluation de l'atelier, il y a une étudiante qui était extrêmement enthousiaste et qui m'a dit: ce qui est formidable, c'est qu'à l'école, on nous prépare à changer la profession. Alors là, je veux dire que j'étais assez bluffée. Et je pense qu'elle a pu expliciter ça que parce qu'on les a fait réfléchir sur ce qu'ils ont appris par rapport à la façon dont ils se représentaient les métiers et qu'on a trouvé un espace d'échange pour en parler. Donc moi j'ai été très convaincue de ça, ce qui fait que je vais le refaire l'année prochaine. Et maintenant que j'ai mieux compris ces histoires de preuves, etc., je pense que je serai plus à l'aise pour le faire. Alors nos perspectives au sein de l'école d'urbanisme, c'est d'abord de déployer cette démarche d'évaluation dans tous les ateliers, puisqu'on en fait en Master 1 et en Master 2, donc ça fait environ une trentaine, je crois, donc avec la première difficulté qui est de convaincre tous nos collègues et de leur expliquer comment on fait. Et puis, à terme, de le mettre en œuvre dans l'ensemble de la formation, donc sans doute à partir d'un tutorat des étudiants pour, dès le début du Master 1 jusqu'au Master 2, essayer de trouver des moments où ils ont un référent enseignant pour faire une restitution ou une évaluation de leurs compétences, pour sans doute, dans une deuxième vague d'habilitation des masters, peut-être transformer un peu les maquettes, mais on va y aller doucement parce qu'il faut convaincre tout le monde. Au final, les quelques leçons, enfin, si je peux essayer de convaincre des collègues de l'intérêt de la démarche, d'abord, ce n'était pas si difficile que ça, en fait. Du moment où on est arrivé à se mettre d'accord et à bien réfléchir sur ce référentiel, nous, on s'est rendu compte qu'on n'était pas si loin. Enfin, je crois qu'on n'était pas si loin que ça. D'abord parce qu'on a des formations qui sont, sur lesquelles on avait beaucoup réfléchi en termes de débouchés professionnels. Des débouchés professionnels que les enseignants-chercheurs connaissent parce que ce sont nos objets d'étude, parce qu'on a des relations privilégiées avec nos anciens étudiants avec lesquels on collabore, parce que certains aussi ont une activité dans le milieu opérationnel. Donc tout ça fait que ça nous était assez familier. On a aussi cette pratique de l'atelier depuis très longtemps, donc une mise en situation professionnelle. Donc si on n'avait pas nécessairement formalisé l'approche compétence, on était déjà dans une logique de pédagogie par projet ancrée dans une réalité professionnelle. Peut-être quelque chose par rapport à cette question des apprentissages signifiants qui est peut-être pour nous assez explicite pour les étudiants, c'est qu'on est des formations sélectives, on vient de faire nos admissions, tous les étudiants, on les reçoit dans un entretien individuel pour tester leur motivation et comprendre pourquoi ils sont là. Et au final, on a des étudiants, quand ils arrivent en master d'urbanisme, ils savent déjà un peu ce qu'ils viennent y chercher. Donc je pense que sur la question de la signification de la formation, on a peut-être, pour le coup, on est peut-être plus facile pour nous. Ce qui reste compliqué, c'est cette histoire d'évaluation de l'apprentissage des compétences. Parce que moi, sans Mickaël, je n'y serais pas arrivée. Donc ça demande pour nous une formation à comment évaluer les étudiants sur les portefeuilles de compétences. Comment le développer à l'ensemble, convaincre tous les collègues, ça reste un enjeu aussi important. Et surtout, pour moi, le vrai intérêt de la démarche, c'est que ça crée un espace de discussion avec les étudiants qui nous permet de mieux identifier leurs difficultés et d'en parler à partir de choses très concrètes. Et aussi d'avoir des retours de leur part auxquels on ne se serait pas attendu. On est en train de les apprendre à changer la profession. Je pense que là, moi, ça m'a convaincue. Merci. Merci beaucoup, Elisa. Merci. Je pense que le témoignage d'Elisa permet aussi de voir comment est-ce qu'on conduit le changement au sein des établissements d'enseignement supérieur, parce que finalement, à travers chacune des équipes, il y a eu un positionnement un peu différent en fonction du contexte d'établissement. Et c'est vrai qu'au sein de l'EUP, sous l'égide de Corinne Larue, qui est le chef de projet, il y a eu vraiment ce travail en petits groupes, d'abord de réflexion intense entre enseignants, et puis une volonté d'expérimenter rapidement l'année suivante pour pouvoir ensuite passer le message plus largement auprès des collègues avec des éléments d'expérimentation concrets grâce à ce qui s'était fait dans les ateliers et dans l'alternance.
Et je trouve que c'est assez intéressant et assez judicieux comme stratégie pour pouvoir diffuser l'expérimentation à plus grande échelle. Et j'ai participé avec Renan Goelge, qui est ingénieur pédagogique à l'UPEM, à une réunion d'équipe le 30 mai. Et c'est vrai qu'on voyait peut-être un tout petit peu de réticence au démarrage, mais une explicitation de la part des enseignants qui avaient expérimenté. Et du fait de cette expérimentation, une réelle plus-value et valeur ajoutée dans le discours. Je trouve que c'était vraiment très intéressant de pouvoir engager les équipes à partir de vos expérimentations. Et puis j'apprécie aussi tout particulièrement le plaisir que vous exprimez dans la relation que vous entretenez avec les étudiants grâce à cette démarche. J'ai une question justement sur la relation avec les étudiants. Ça concerne combien d'étudiants? 100% de vos étudiants, et combien c'est? Là, pour le coup, on était sur 2 ateliers. Donc moi, j'avais 10 étudiants, Laura devait en avoir une quinzaine. Et si on le met en place au niveau de tous les ateliers, ça concerne tous les étudiants, mais à chaque fois dans des petits groupes. Donc pour l'enseignant, c'est son groupe d'ateliers, donc c'est entre 10 et 15. Ce qui est déjà une relation privilégiée, mais là, il y a un support pour vraiment dialoguer et discuter et leur faire réfléchir à ce qu'ils ont fait et à ce que ça leur apprend. Ce qui est particulier. Moi j'avais une question sur l'évaluation des compétences. Quand vous avez parlé de la discussion que vous aviez avec l'étudiant sur la trace qu'il a laissée, je me suis demandé si c'était pas super démotivant en fait pour l'étudiant, parce que du coup vous lui avez expliqué et fait comprendre que du coup ce qu'il a montré était un peu vide de sens du coup. Et du coup, est-ce que cette modalité d'évaluation n'est pas démotivante au final? Par rapport à, par exemple, une situation complexe, par exemple un projet, du coup on va évaluer le travail de l'étudiant tout au long du projet. Donc là on voit sa réalisation concrète, sa façon d'en parler, plus qu'une trace. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est que la trace en elle-même et une photographie, la trace, c'est ce qui va être le support d'une discussion sur les apprentissages des étudiants. Et là, pour le coup, moi, il me semble que la discussion, elle est plus intéressante que si je lui avais une note. Mais est-ce qu'elle n'est pas démotivante? Non, j'ai pas eu l'impression. Parce qu'en même temps, il y avait d'autres choses. C'est-à-dire que comme on les faisait discuter sur deux compétences sur lesquelles ils ont progressé, 2 compétences sur lesquelles ils n'ont pas progressé. Après, c'est à l'enseignant de trouver l'équilibre entre, on voit l'étudiant comment il réagit, il rougit, il n'est pas bien, essayer de aussi trouver, non, il y a d'autres trucs sur lesquels il est plutôt moteur, mais on ne peut pas non plus laisser passer le fait qu'à la +5, il écrit un texte qui est sans queue ni tête. À un moment donné, il faut trouver l'espace pour lui dire, et en fait, quand on fait des notes, l'étudiant ne comprend pas la note. Et là, la note, elle est finale, elle est sur l'ensemble du projet, elle ne tient pas compte que de cette petite trace-là, elle tient compte de sa place dans l'équipe, de ce qu'il a apporté, d'autres choses. Mais sur cette compétence-là, pour le coup, non, il faut qu'il soit vigilant, il faut qu'il travaille différemment pour faire un travail qui correspond à ce qu'on attend de lui. Donc moi, j'ai pas eu l'impression que ça le démotive. Et au contraire, quand ils pointaient leurs difficultés, donc il y en a plusieurs qui m'ont dit « j'ose pas prendre la parole ». Moi j'ai intégré ça en faisant en sorte de les amener à prendre la parole malgré tout, malgré leurs difficultés. Ils n'auront pas le choix parce qu'il y a une façon de faire circuler la discussion qui va les obliger à prendre la parole. Ou d'autres qui me disent j'arrive pas à m'affirmer dans un rôle de leader. Là aussi, moi je les ai soutenus dans une manière de pouvoir plus affirmer leurs propositions. Mais ça permettait de le discuter. C'est ça qui est intéressant. Une dernière question. Merci beaucoup, j'ai beaucoup apprécié la façon que vous avez parlé de votre expérience. Mais ça m'a fait penser vraiment que vous aussi, vous avez développé vos compétences en même temps. Donc vous deviez accompagner les élèves à prendre conscience de leurs propres compétences. Et vous étiez dans l'expérimentation, dans le doute, dans l'intérêt. Donc je pense que oui, on a besoin d'être un petit peu encadré, avoir des gens avec des garde-fous, des gens à qui en parler, de partager et peut-être avoir son propre portefeuille de compétences. Oui, c'est absolument vrai. Déjà, nous, on était une petite équipe, donc on pouvait en discuter. Et toi, comment ça s'est passé? Ah oui, moi, c'est comme
ça. Pour cette question d'évaluation, j'étais avec Michael Huchette, qui est à l'ESPRI, et qui m'a montré comment à l'ESPRI ils avaient mis en place le système d'évaluation. Et sur la question des compétences de l'enseignant dans le supérieur, Michael nous a montré un référentiel québécois avec une alors de 30 pages qui nous a un peu effrayés. Mais ça pose de toute façon cette question. Est-ce que dans l'enseignement supérieur, quand on enseigne, est-ce qu'on est aussi pédagogue? Un peu, quoi. Et dans la démarche d'atelier, on est tout le temps en train de se remettre en question. C'est aussi ça. Mais la démarche compétence, elle amène à se remettre en question parce que quand des étudiants disent « Regardez, je sais faire », on dit « Mais non, je sais pas du tout », là, on voit bien qu'il y a un truc qui ne s'est pas passé. Par contre, quand on a un étudiant qui dit « Ah ouais, avec vous, j'ai l'impression que je vais apprendre à changer la profession dont on dit le monde », ouais, ça fait plaisir. Et là, je ne me l'aurais jamais dit. Si on n'avait pas instauré ce temps, je n'aurais jamais entendu ça. Donc, il y a aussi ça. Merci les autres.